Bon, David, salut. Salut. T'as toujours dessiné, j'imagine, Toujours, ouais. depuis enfant. Et qu'est-ce que tu dessinais à cette époque? Je dessinais beaucoup de cow-boys. Ah bon? Voilà, beaucoup de cow-boys. Dans mes lectures, j'étais influencé par la bande dessinée western. Voilà, donc je dessinais beaucoup de cow-boys. D'accord. Les Indiens? Des Indiens Non? aussi, si, des Indiens aussi. Bon, j'étais fasciné par l'ambiance western, en fait. Mhm. Voilà. Et les paysages aussi? Paysage aussi, j'essayais de composer une case avec des cow-boys, des Indiens, un beau paysage d'Ouest américain, enfin du moins dans la mythologie américaine. Mhm. Voilà, donc à partir de ce moment-là, j'essayais de composer une image de ce qu'on appelle une illustration, une case de bande dessinée, quoi. T'as gardé ça? Non, j'ai pas gardé, non, 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 j'ai pas d'album d'enfant. Par contre, j'ai des souvenirs très précis, quoi. Mhm. Et finalement, t'as commencé à dessiner des albums qui se vendent, à Mhm. partir de ta collaboration avec Pierre-Alain Majot? C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'était le premier album est sorti en 2001 qui s'appelait Panique au stade. Et c'est une rencontre avec cet Celui-là. écrivain et Rochelet, spécialisé dans le polar en fait. Mhm. Donc je sais plus, il avait deux trois romans à son actif déjà, et puis il voulait voir ce que ça pouvait donner l'adaptation en bande dessinée d'un de ses romans. Mhm. Et comme celui-ci est sur fond de Stade Rochelet, en fait, donc on a entamé la collection, non pas dans l'ordre chronologique des parutions des romans, mais avec je ne sais plus si c'est le troisième ou quatrième roman, on a commencé par Panique au stade. Qui c'est qui a choisi ça? C'est toi? C'est lui? Non, je pense que c'était ça, si ma mémoire est bonne, c'était sa volonté de vouloir voir adapter en bande dessinée l'album Ouais. Panique au stade, et c'est vrai que graphiquement ça se prête bien, quoi. Et alors, comment ça se fait une collaboration? Parce qu'il faut choisir des moments. Bah, enfin, c'est un travail assez étroit hein, entre le scénariste et le dessinateur. D'autant plus que c'était mon premier album. Hmm. Donc c'était une grosse aventure. Enfin, c'était un peu une inconnue quand même. Donc et puis on n'habitait pas loin l'un de l'autre, hein. Donc on se voyait régulièrement. Je lui amenais les planches ou le storyboard et puis on en discutait. Et puis voilà, et comme c'est une adaptation, puisqu'on peut pas rester Hmm. fidèle au roman, hein, d'accord. C'est une adaptation en fait. Donc il fallait qu'on soit d'accord, et d'autant plus sur la création des personnages, hein, sur le visuel des personnages. Ouais. Il t'a dit comment il les voulait, les personnages, ou bien ils étaient déjà assez bien décrits dans les romans? Non, il m'a laissé assez libre, assez libre. Donc moi j'ai lu les romans quand même, hein. Donc et après je me suis fait ma propre idée aussi visuelle des personnages Ouais. principaux, hein. Donc et on est tombé relativement d'accord sur les caractéristiques Hmm. physiques des personnages, quoi. Mais au fil des romans que tu as adaptés de Pierre Mhm. Alain Majot, tes personnages ont changé. Ah, ils ont changé, ils ont évolué avec le trait, ils ont Oui. évolué graphiquement, voilà. Donc quand on regarde les premiers albums d'Astérix, ça évolue, Oui. hein, ça je pense que c'est à paraméttre une évolution normale chez un dessinateur, quoi. Hmm. Donc effectivement, ils évoluent. Donc voilà. J'ai une question sur les personnages. Est-ce que tu te fais tout un groupe de visages ou de personnages, de faces, de Mhm. profils, de trois quarts, de dos, etc. Ouais, tout Tu à fais fait, ça? ouais. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Il faut les maîtriser, ces personnages, Hmm. quand on dessine sur un album, surtout qu'on va devoir les répéter plusieurs fois, et on va avoir des plans différents. Donc on va avoir des trois quarts, de dos, de profil, Des on gros va avoir plans. des gros plans, Hmm. des plans serrés, etc. Donc il faut quand même les maîtriser. Donc ça passe par cette méthode-là qui est de croquer le personnage sous différents angles de vue en fait, hein. Voilà. Donc et ça pour chaque personnage en fait. Hmm. Donc voilà, on va procéder comme ça de manière à les maîtriser ensuite, qu'on les intègre en fait. Ils sont tout à fait inventés, ces personnages, ou bien tu avais vu des photos, ça ressemble à ton voisin, le facteur, etc., des gens de ton entourage? Alors enfin, il y a les deux, il y a les deux choses. C'est-à-dire que j'en ai pas forcément conscience, mais quelquefois il y a des caractéristiques physiques de gens que j'ai pu rencontrer en fait. Mhm.
que j'ai intégré, mais sans en avoir forcément conscience. C'est-à-dire une personne, je vois une personne dans la rue, c'est un physique qui peut me marquer en fait. Ou une démarche, ou quelque chose comme ça. Donc, et puis je l'intègre en fait. Et après, je peux l'oublier. Et par contre, quand je travaille un personnage, ça peut ressortir ça. Donc, ou c'est totalement inventé, ou sont des repères qu'on peut prendre chez des individus qu'on a pu rencontrer, ou même des proches. Hein. Voilà. Donc c'est un jeu tac là, et quelquefois la personne se reconnaît, ou je reconnais moi Ouais. la personne en disant tiens c'est son nez, ou c'est son regard, ou c'est voilà, sa morphologie, etc. D'accord. Ça t'a pris beaucoup de temps là pour le premier? Alors le premier, pas énormément, ça m'a pris un peu moins d'un an en fait. Donc ce qui est quand même une année de travail. Ouais. Mais entre, si tu veux, l'adaptation, le storyboard, la création des personnages, le storyboard, le travail sur les planches, l'impression, etc., la mise en page, ça a pris un an en fait. Donc ce qui est une durée normale pour un album de bande dessinée en fait. Voilà. Qui a décidé du noir et blanc, toi, Pierre-Alain Majot? Alors moi il y a deux raisons, c'est-à-dire j'adore le noir et blanc aussi, et il y avait un coût budgétaire là-dessus. Donc c'était un peu rédhibitoire le fait de sortir tout un album couleur. Et comme c'est du polar, je trouvais que c'était bien de l'inscrire dans cette tradition du polar noir et blanc en fait. Ouais. Voilà. Alors j'ai aussi revu À la droite du diable, qui est le 4e album que tu as fait en collaboration avec Pierre-Alain Majot. Et il y a aussi de la couleur là. Ouais. Il y a du rouge, un rouge pétard. Ah, oui. Ça, c'était une petite originalité que j'ai eu en tête. J'avais en tête une idée comme ça de mettre sur certaines scènes une couleur. Et la couleur rouge, puisque il y a une histoire de décapitation. Oui. Et de secte, Ouais, de secte et de décapitation. Donc je voulais une couleur rouge par moment dans l'album en fait. C'est une forme d'originalité. Oui. Très bien. Voilà. Alors par la suite, tu as travaillé en collaboration avec un autre gars, Jacques Berlioz Curlet. Ouais. Tout à fait. Mais qui lui est auteur de romans historiques en fait. Ouais. Et donc on appartient à la même association qui s'appelle Les Écrivains de la Côte, une association rochelaise, mais qui regroupe des auteurs locaux en fait. Et c'est une association qui existe depuis 17 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Et on s'est rencontrés à ce moment-là puisque lui a intégré l'association. Et donc il m'a proposé un scénario en fait sur l'Hermione. Donc je suis passé des voitures au bateau en fait. Pourquoi des voitures? Dans les polars. Ah, j'ai pas fait attention qu'il y ait beaucoup de voitures. Il y a beaucoup de voitures dans les polars et je suis passé à dessiner des voitures, à dessiner des frégates. Et alors là, t'as mis de la couleur hein, pour le coup. Eh ben, on a eu la chance de son premier album qui est Mission Lafayette, qui est là, Mission Lafayette. Ouais. On a eu la chance d'avoir un financement par une banque. Donc on a pu... là aussi la question se posait parce que c'était, me semble-t-il, la première bande dessinée sur l'Hermione. Et la question se posait, quand on a entamé le travail, de savoir si on allait le travailler aussi en noir et blanc ou en couleur. On n'avait pas les financements pour le travailler en couleur. Bon, et à force de recherche, on a réussi à avoir un financement. Et là, j'ai pu me lancer dans la couleur sur un album, ce qu'on appelle un album en couleur directe. En fait. C'est-à-dire directement sur les planches. Et toi, tu préfères ça ou le noir et blanc? C'est très difficile de répondre à cette question. C'est-à-dire que maintenant, quand on a touché à la couleur, c'est très difficile. J'adore le noir et blanc, mais c'est très difficile de revenir au noir et blanc. Tout de suite, j'ai envie de mettre de la couleur aussi. Ah oui. Ouais. Mais bon, j'ai pas... Voilà, c'est quand on a la possibilité, avec les moyens informatiques aussi, qui sont développés, etc., c'est plus facile entre guillemets, de produire un album en couleur qu'il y a 25 ou 30 ans. C'était très cher à l'époque. Donc voilà, mais la couleur... Et puis pour ce type de période, ça s'y prête bien quand même. Donc voilà.
mais j'ai pas de préférence. Les choses se sont passées comme ça, mais c'est vrai que j'ai tout de suite envie de mettre de la couleur quand même. Ouais. Et puis tu as collaboré aussi avec Olivier Lebleu Ouais, tout à fait. Ouais. pour des albums sur la Première Guerre mondiale. Seconde. Ou la seconde. Ah oui, la Première Guerre mondiale, c'est toi tout seul. Voilà, c'est moi tout seul comme un grand. D'accord. Alors, celui avec Olivier Lebleu s'appelle La Rochelle libérée. Ouais, tout à fait, oui. Mais qui est sorti pour le 70e anniversaire de la Libération, ouais. De l'armistice. Et donc, c'est aussi une adaptation d'un roman qu'il avait sorti avec Robert Kalbach, je crois, qui s'appelait, le nom m'échappe, du roman, c'est le rapport entre Meyer et Scherlitz, en fait, les meilleurs ennemis, c'est ça, il me semble, le titre. Donc, Olivier voulait sortir aussi un album, pas bande dessinée, mais illustré, enfin, on voulait sortir un album BD, mais c'était trop long par rapport à l'échéance de publication. Donc on a sorti un album illustré en fait et qui reprend les grands événements qui ont marqué cette période de l'occupation jusqu'à la libération de La Rochelle et des environs, quoi. Voilà. Et puis toi tu t'es lancé aussi dans le scénario, parce que jusque-là n'était pas toi le scénariste. Non. Hein, mais tu t'es lancé dans le scénario là pour un album sur la Première Guerre mondiale. Tout à fait. Qui est tout à fait différent, il y a beaucoup d'écrits. Là, oui, c'est plus... il est sorti avant La Rochelle libérée, puisqu'il est sorti en 2014, celui-ci. Mais donc, c'est beaucoup plus historique, quoi. C'est un album illustré plus historique. Enfin, qui s'inscrit un peu comme La Rochelle libérée, dans une thématique très historique. Tu t'es senti à l'aise dans le scénario, ou bien tu préfères quand quelqu'un... C'est pas réellement un scénario, puisqu'il est, si tu veux, il est composé par chapitres chronologiques des grands événements qui ont marqué la Grande Guerre. Enfin, voilà. Donc il fallait surtout pas commettre de grosses erreurs. D'après les retours, j'en ai pas commis beaucoup. En 30 pages, c'est vrai qu'il fallait tout couvrir. Fallait couvrir. C'est un peu. Donc j'ai choisi par thématique comme ça, et aussi en mettant et par ordre chronologique, et en mettant aussi un peu les femmes en valeur dans cet album. Ah ouais, parce que dans les autres, il n'y a pas beaucoup de femmes, hein. Non, enfin. Dans les polars, si, dans les polars, il y a toujours une présence féminine. Ah oui, il y en a une qui travaille... Voilà, mais il y a toujours une journaliste, il y a toujours une jolie fille. Et alors, pourquoi elle est jolie? Mais parce que on les sélectionne comme ça. Pourquoi tous les journalistes... Oui, non, mais parce qu'on les veut jolies. Parce que les mecs, ils sont pas forcément beaux, franchement, là. Ils sont plus le policier, il est gros, mais même. Il a beaucoup de charme. Il peut avoir du charme. La fille, on la veut tout de suite un peu plus sexy. Oui, ça c'est quand même plus agréable à dessiner. Ah, plus agréable à dessiner. Est-ce que, maintenant que tu parles de dessins de femmes, ça peut être aussi de dessins d'hommes, est-ce qu'il faut avoir des notions d'anatomie pour dessiner Oui, il faut avoir des notions d'anatomie quand même. C'est-à-dire, tu peux pas, quand tu fais du dessin réaliste, ce qui est mon cas, tu es obligé de respecter un certain nombre de règles. Hein, et il y a des normes. Il y a des normes de rapport de proportion. Quand tu fais quelqu'un qui marche, il y a des règles à respecter, etc. Donc il faut quand même structurer de manière logique ces personnages, en fait. Et ce qui est intéressant, au-delà de la bande dessinée, c'est d'essayer de capter ce qui fait aussi la diversité du genre humain, en fait. Je parlais tout à l'heure, les journalistes étaient toujours jolis, mais effectivement, il n'y a pas que des beaux personnages, et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que un jeune gars de 20 ans ne marche pas comme une dame plus âgée. Donc, ce qui est intéressant pour un dessinateur, c'est essayer de capter ça, la diversité du genre humain, de même que on n'est pas tous blancs et blonds, et voilà quoi. Il n'y a pas beaucoup de couleurs d'ailleurs, enfin de personnes qui ne soient pas de type caucasien, comme on dit. Oui, parce que parce que c'est comme ça. Enfin, il n'y a pas de
puis la bande dessinée, c'est relativement court, un album. Hein. Donc c'est difficile. Il faut mettre l'accent sur un personnage. Il faudrait mettre l'accent sur un personnage. Mais voilà, après, on ne peut pas tout dessiner non plus dans un album BD. C'est ça, l'une des difficultés aussi, et l'une des contraintes d'un album de bande dessinée, quoi. Donc pour ça, je vais souvent en extérieur, à la terrasse d'un café par exemple, et puis je croque. Ah, voilà. D'accord, hein, je fais du croquis sur le vif en fait. Tu vas me croquer. Bah, attention. Tu vas me croquer. Et puis tu as aussi collaboré, je ne sais pas si on peut parler de collaboration là, pour faire un album question de justice avec Ouais. tu as travaillé avec des élèves. Des élèves de 4e, ouais. C'était une commande. Ils avaient, les organisateurs, ils avaient la volonté donc de faire un album bande dessinée. Donc on est intervenu dans les 10 collèges de la CDA. Ouais. Donc c'est eux qui choisissaient la thématique. Je créais avec eux le storyboard en fait. Après je réalisais moi les planches. Donc c'était relativement limité et c'était aussi un challenge puisque par thématique il y avait 3 planches à réaliser. Donc créer une petite nouvelle, une mini-histoire, quoi. Vraiment une mini-histoire. Donc il fallait sur 3 planches créer un petit événement comme ça. Et donc c'était très intéressant de travailler avec eux, quoi. Donc c'était un événement cet album. Donc voilà. Et après ils sont passés eux sur le court-métrage en fait. Oui. D'accord, voilà. Donc, qui est dans une continuité comme ça de leur volonté de prévention autour de la jeunesse. Mais je ne l'ai pas vu parce que c'était il y a quelques années. Moi, je suis allée voir les derniers Festival, l'année je crois dernière. que c'était l'année dernière, hein, c'est ça, au Dragon. Soit être annuel, oui, c'était au Dragon. Ouais. Tu as des projets là, des idées de scénario tu es sur quoi là en ce moment? Et une autre commande Non, il y a, j'ai pas de commande. Non, je travaille sur un album sur l'adaptation de l'île au trésor. C'est un album que j'ai déjà entamé, si tu veux, depuis un petit moment, qui est en gestation depuis un petit moment, mais qui a été entrecoupé en fait justement de commandes que j'ai laissé tomber pendant presque un an et demi, suite à des commandes ou à différents travaux. Et donc quand tu revois rétrospectivement, quand tu revois ce que tu as fait, tu es toujours très déçu. Donc je suis assez maniaque. Donc j'ai tout recommencé. Tu reviens là-dessus, ouais, et tu je reviens sur tes là-dessus et dessins. je reviens sans cesse. Donc c'est d'ailleurs les copains se moquent un peu de moi d'ailleurs là-dessus, mais je suis un peu comme une maman éléphant qui est en gestation très longtemps, son petit. Ah oui. La métaphore. Oui. C'est 2 ans au moins, non? C'est pas ça? C'est ça. C'est 2 ans pour l'éléphant. Donc tu es un éléphant. D'accord. Et là, c'est sur quoi? Ah oui, sur une adaptation de l'île de Stevenson, ouais. de Stevenson, qui est très intéressant quand même. Très intéressant. Mais... Donc je reste dans le 18e et comme avec Hermione. Mais il y a déjà eu de nombreuses adaptations. Des adaptations dessinées. Mais les classiques, ce qui est bien avec les classiques, c'est qu'on peut avoir une relecture constante de le film, quoi. Oui, une relecture constante de ces classiques-là, si tu veux. Il y a des choses dans le roman, notamment le rapport de Jim Hawkins avec son père, qui est très intéressant parce que durant le roman, son père décède. Moi, je le fais décéder avant. Alors pourquoi je le fais décéder avant? Et pour des raisons peut-être psychologiques, et ou pour des rapports, ou pour des choses purement techniques par rapport à l'album, etc. C'est-à-dire j'aurais peut-être pas assez de place pour développer les relations de Jim Hawkins avec son père. Donc je le fais décéder avant. Et il va peut-être avoir un rapport de substitution avec Billy Bones, le capitaine qui arrive. D'accord. Ouais. Donc il y a un autre voilà. Voilà. Ça m'intéresse et ça m'a posé des questions. Quoi. Donc et les dialogues l'introspection que le gamin peut avoir, justement par rapport au décès de son père. Comment lui il l'aborde. Donc c'est pas un livre de psychanalyse, loin de là. Mais par le dialogue, c'est ça aussi, la concision du dialogue en bande dessinée est très importante.
Dans quelles conditions tu dessines ou tu peins? D'ailleurs, est-ce que tu serais plutôt dessinateur, peintre, illustrateur? Non, comme j'enseigne aussi moi le dessin, la peinture, etc. Donc moi je cloisonne pas les choses. Je cloisonne pas les choses. Je pense que avant on cloisonnait les choses, c'est-à-dire le dessinateur de bande dessinée, c'était un dessinateur de bande dessinée, pas un peintre, d'accord? Et puis d'où la mauvaise réputation il y a quelques années de ça de la bande dessinée. Mais la bande dessinée a gagné ses lettres de noblesse et on appelle ça le 9e art. Et il y a de grands illustrateurs qui sont aussi des peintres et vice-versa. Les peintres ont aussi fait de l'illustration. Donc moi je cloisonne pas les choses. Je me considère plutôt comme un illustrateur. Je fais de la peinture aussi. Donc pour moi il n'y a pas de cloisonnement entre les choses. C'est-à-dire que la différence c'est une question de narration en fait. C'est de tenir un album jusqu'au bout. C'est de s'accrocher. Un peintre, il fait un tableau, je fais un tableau, même si je peux faire une série sur, je sais pas moi, sur les bateaux à La Rochelle, je peux. Mais la différence, c'est une question de narrative, de narration, de construction de la narration. Alors, dès le début, tu sais quelle sera quoi? La dernière image, par exemple? Tu sais où tu vas? Pas toujours. Non, pas toujours. Il faut, c'est très très cartésien la bande dessinée. C'est très disciplinaire la bande dessinée. Il faut être très discipliné pour faire de la bande dessinée. C'est-à-dire que c'est très méthodique. C'est très méthodique. Tu as le storyboard, le crayonné préparatoire, la planche. Donc ça, ce sont des étapes de travail très importantes. On peut pas y échapper. Tu ne peux pas y échapper. Alors, où tu y échappes, mais alors, tu peux partir un peu dans tous les sens. Ce qui peut m'arriver d'ailleurs. Est-ce que tu dis que tu enseignes? Est-ce que certains de tes élèves sont des adultes, des enfants? Ça va des enfants aux adultes. Ouais. Voilà, est-ce qu'il y en a qui ont envie de faire de la bande dessinée? Non, parce que c'est pas forcément dans leur culture. C'est pas forcément dans leur lecture non plus. Dans leurs habitudes de lecture. J'en ai, hein. Mais sur plus les adolescents, mais chez les personnes plus âgées, d'accord, c'est pas forcément dans le... Ils aiment, ils apprécient, mais ils vont pas faire de la bande dessinée pour autant. Enfin, ils veulent pas se lancer dedans. Est-ce qu'il y a des peintres ou des dessinateurs qui t'ont... Énormément. Et qui l'ont... Non, mais il y a... C'est l'histoire de l'art est truffée de très grands peintres. Non, mais tu vas voir. Là, je travaille sur Gauguin avec mes élèves, par exemple. Donc c'est très intéressant. Je travaille sur la couleur. Une copie sur la jeune fille à la fleur, Vaïné Notetiare. Voilà, donc mais j'ai lu les lettres de Van Gogh, moi, j'avais 15 ans, 15-16 ans, à son frère Théo. Donc ça m'a énormément marqué. Et après, j'adore, je peux très bien apprécier les peintres pompiers, d'accord, parce que ce sont des formidables dessinateurs aussi, les peintres pompiers, comme je peux très bien apprécier la peinture, l'abstraction en peinture, etc. Donc là aussi, j'ai pas de, il y a des choses vers lesquelles je vais aller. Je suis quand même un réaliste, un figuratif en fait. Là, j'ai besoin de sentir les choses. J'ai besoin, quand je vois une pomme, il faut que je la distingue quelque part. Donc j'ai besoin de la matérialiser, la pomme, ou la pomme ou autre chose. Donc c'est vrai que j'ai une sensibilité après vers tel type de peinture, mais je suis curieux après de tout, quoi. Moi par exemple, je ne sais pas dessiner. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire quelque chose? Que je pourrais progresser? Je fais les bonhommes patates, quoi. On peut les manger après, on peut les éplucher. Mais mais des patates. Mais oui, non, mais je pense que c'est tu pourrais faire quelque chose de moi. Je pense qu'on pourrait faire. Oui, on pourrait très bien. Alors, je veux pas forcément te demander d'être une dessinatrice hors pair, c'est pas ça, mais au moins d'essayer de trouver du plaisir avec ça. Alors après, c'est une réflexion sur soi-même aussi, c'est-à-dire vers quoi je peux aller pour me faire plaisir, pour être bien avec ça. Si tu as besoin de mettre de la couleur sur ton dessin, ou si tu t'éclates au fusain, pourquoi pas, je veux dire, c'est pas... Tu as fait du fusain là dans ce que tu as fait? Il y a de l'aquarelle?
Tu fais de la gouache, du fusain, tu fais... Ouais, non, il n'y a pas de Non. fusain, c'est plus délicat le fusain pour la bande dessinée. Ouais. Tu restes sur des formats relativement restreints. Par contre, il y a des techniques, ce sont des techniques, ce qu'on appelle mixtes en fait. Hein, donc il y a beaucoup d'aquarelle, mais il y a de la gouache, il peut y avoir de l'acrylique, je peux revenir au pastel dessus, effectivement. Mais dans une même... Dans une, sur une même case. Ah oui. Ouais. Alors, tu as un atelier dans lequel tu enseignes. Et tu as des modèles qui viennent poser, ou non? Ou c'est des natures mortes uniquement, ou quoi? Le modèle, c'est une nature morte. Non, c'était où? Ah, il y a des natures vivantes, alors. Il y a des nus, il y a tout ça. Oui. De temps en temps, je propose des stages de perfectionnement avec mes élèves, et puis donc on peut travailler sur le modèle vivant. Ouais. Hein, donc il y a un modèle qui vient, qui pose, et puis on travaille justement sur l'anatomie, sur le corps, etc. quoi. Donc, mais c'est pas régulier parce que c'est un coût financier, etc. Et qui sont ces gens qui viennent poser? Ça peut être des modèles professionnels ou ah oui. Ouais, tout à fait, ou des personnes qui font ça en complément d'un autre travail, etc. En parlant de femmes, tu as compris que c'était un sujet qui me tenait à cœur. Tout à fait. Là, j'ai vu dans Panique au stade une comment on appelle ça, une case. Une vignette, oui, une case, oui. Oui. Où il y a un couple qui fait l'amour. Est-ce que tu en fais souvent? Est-ce que... L'amour Non, je n'irai pas jusqu'à poser ce genre de questions, David. Mais comme je t'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, est-ce que tu te censures quand il est question de scène de cul? Non, pas forcément, non. Non, pas forcément. Mais Non, mais après, c'est pas une BD érotique non plus, c'est pas une BD pornographique. D'accord, donc je vais pas mettre des scènes sexuelles à toutes les pages, mais je me censure pas, non. Tu te verrais faire une BD érotique? Je me propose pas d'être modèle, hein. Mais pourquoi pas Pourquoi pas On t'attend. C'est un genre un alors. peu spécial. Hein. Ouais. Il y en a eu beaucoup et la BD a énormément travaillé sur l'érotisme. Donc, mais c'était caché, enfin, c'était sous le bras, quoi. Ouais. Mais maintenant, ça l'est plus. Et à part l'aventure dans les îles. Ça l'est encore, mais c'est vrai qu'il y a ça a évolué de ce côté-là. Hein. C'est-à-dire la BD est passée du jeune adolescent à quelque chose de plus mature aussi. Donc maintenant, c'est une bonne question aussi, parce qu'avant on censurait, puisqu'il y a la loi de 1949, sur les publications destinées à la jeunesse. Donc ça, me semble-t-il que ça venait du Parti communiste. Donc, qui censurait, qui avait un droit de regard sur les publications destinées à la jeunesse. Et effectivement, les scènes d'amour n'étaient pas légion dans la bande dessinée, d'accord, puisque c'était destiné à un public jeune et adolescent. Ouais, et ce n'est plus le cas là. Mais ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. Donc, et c'est vrai que la bande dessinée a évolué vers quelque chose, on va dire, de plus adulte, en prenant en compte des problématiques plus adultes. D'ailleurs, autant que je me souvienne, là, c'est assez soft. Il y a juste une vignette. Oui, il y a juste une vignette. Où on voit deux corps comme ça allongés. Le lecteur imaginaire. Oui, c'est ça. On ne voit rien, à part on voit deux corps nus l'un sur l'autre. Oui. Et puis il y a des filles, là, dans l'autre, on voit des filles qui prennent une douche. Voilà, donc on ne voit très érotique, ça. On ne voit que les seins. C'est très érotique. On ne voit que les seins, un peu comme si les poils étaient interdits. Tu t'interdis les poils? Pas sur les seins. Je mets pas de poils sur les seins. Mais non. Enfin, je parlais des poils du pubis, on est bien d'accord. Oui, tout à fait, mais j'ai pas eu l'occasion de dessiner. Ni des mecs à poil? Mais des mecs à poil aussi, j'ai pas eu l'occasion je m'en rappelle plus trop, mais j'ai pas eu l'occasion de le dessiner. Mais non, on se pose toujours des questions, mais il n'y a pas de Parce que là, dans Panique au stade, quand ils prennent, bon, les rugbymen, ils prennent des douches ensemble aussi. Oui, mais oui, t'as pas... on pourrait voir. Oui. Bon. Mais bon, là je sais plus. Très C'est honnêtement, pas... je ne sais plus dans l'album. Non, il n'y a pas de scène de douche, et de savonnette. C'est pas que je veuille à tout prix voir du nu, oui, mais... si, t'insistes beaucoup quand même. Mais
Non, mais je me censure pas, mais c'est pas, c'est même plutôt un plaisir de dessiner ce genre de choses. Alors tu peux très bien les dessiner ou suggérer les choses ou être plus direct, plus Oui. franc, plus. Oui, Voilà, moi ça me plaît bien de voir les fesses rebondies, tout ça, ça ouais, me plaît bien. oui, Mm. mais c'est joli, des seins, voilà, avec de l'eau qui coule sur les seins. Moi, c'est toi tu joli. penses aux femmes, moi je pense aux... Oui, mais tout à fait, mais c'est, oui, y a pas. Alors pour les femmes, j'ai compris que tu allais faire ça la prochaine fois. Ok. Te ferait plaisir, je dessinerai des fesses rebondies de beaux gars. Oui, et même de face, hein, on peut Voilà. voir des sexes aussi. Voilà.